Et on a le plaisir de recevoir Luc Ferry. Bonjour à vous, merci beaucoup. Bonjour Elisabeth. C'est un philosophe, ancien ministre, auteur de nombreux livres. Le dernier, sorti en avril dernier, Les 7 écologistes. Intéressant de clore cette semaine étrange avec vous, Luc Ferry, et tenter de comprendre où on va comme ça, si vous me permettez l'expression. D'abord, est-ce que nous sommes réellement dans une situation inextricable? Est-ce que c'est si grave que ça? Emmanuel Macron a été réélu par les Français. Il ne lui donne pas une majorité absolue, mais il lui donne quand même une majorité relative. Est-ce qu'on est en crise? Vraiment? Non, moi je trouve que c'est bien. Je suis assez satisfait du résultat des élections parce que je pense que ça va obliger à la fois Emmanuel Macron d'un côté, mais les partis qui animent l'Assemblée nationale de faire un effort. Et donc moi je suis assez favorable à cette situation. Je pense que c'est plutôt bien. En revanche, il y a un autre blocage qui n'est pas le blocage du Parlement, c'est le blocage de la rue. Il faut quand même se souvenir que 60% des électeurs français ont voté pour des partis qu'on considère comme extrémistes, à tort ou à raison, enfin on les appelle comme ça, la LFI ou la NUP d'un côté, le RN de l'autre, et que notamment sur la question de la réforme des retraites, ces partis sont absolument hostiles à toute espèce de réforme des retraites, en tout cas certainement pas 64 ou 65 ans. Donc il y a un blocage possible dans la rue qui me paraît beaucoup plus inquiétant que le blocage au Parlement, parce que le blocage au Parlement, techniquement, Emmanuel Macron peut parfaitement, même si c'est au coup par coup, faire passer un certain nombre de lois en ayant discuté. Et moi, je trouve que c'est pas mal qu'on soit obligé de discuter avec les parlementaires. Ça redonne de la vigueur au Parlement. C'est pas une mauvaise chose en soi. C'est intéressant parce que vous prenez un peu le contre-pied de ce qu'on entend le plus généralement. On ne va pas s'en sortir. C'est une impasse politique. Non. Il va falloir tout recommencer. Vous nous dites non. Non, il y a des voix. Non, mais en plus, je pense que la majorité absolue n'est pas une bonne chose. Je pense que la majorité absolue, c'est de l'absolutisme. Et donc, moi, je suis pour la proportionnelle depuis des années. Et donc, je pense qu'on est un petit peu... Alors, ce n'est pas le résultat qu'aurait une vraie proportionnelle, mais on est un petit peu dans cette logique de la proportionnelle où le Parlement reprend du pouvoir. Et donc, c'est à Emmanuel Macron de proposer un certain nombre de choses. Alors, avec la LFI, avec le Rassemblement national, c'est évidemment difficile. Mais avec les Républicains, c'est jouable. Et donc, je pense qu'il peut avoir des majorités à l'Assemblée pourvu qu'il soit capable, et manifestement il en a le souhait, d'ouvrir la discussion et d'avoir des projets qui tiennent la route. Donc on n'est pas dans une crise institutionnelle. La Ve République va tenir debout. Bien sûr, d'ailleurs elle est très solide. On n'est pas dans une crise institutionnelle. Mais encore une fois, le blocage peut venir de la rue. Et d'ailleurs, c'est ce qui va expliquer, moi c'est le pari que je fais, qu'Emmanuel Macron va se lancer dans des réformes qui seront faciles, entre guillemets, c'est-à-dire pouvoir d'achat, transition écologique. Je doute fortement de voir revenir tout de suite la réforme des retraites. Vous pensez que c'est mort? Je pense qu'elle est carbonisée, oui. Alors on verra, maintenant je peux me tromper. Pardon, parce que 60% encore une fois, de l'électorat vote contre et se retrouvera dans la rue. Le risque, c'est que par rapport à ce qui nous attend, les Gilets jaunes soient un bon souvenir. Donc, on a une Assemblée nationale assez Gilets jaunes. Elle est très représentative. C'est la gilet jaunisation de l'Assemblée. Bien sûr. Et donc, c'est avec les LR que Macron peut le plus facilement discuter. Voilà, c'est une évidence. Et quand vous dites gilet jaunisation, vous pensez au bloc LFI et au bloc RN? Oui, bien sûr, les deux étaient dans la rue avec les Gilets jaunes, les deux, bien sûr. Avec une hostilité radicale à toute espèce de réforme libérale. Voilà. Donc ça, c'est la grande difficulté, beaucoup plus que le blocage institutionnel au Parlement. Et ça, c'est, pardon pour l'expression encore, mais c'est grave, docteur, parce qu'on pourrait dire, finalement, c'est une partie de l'opinion de la population, elle est représentée à l'Assemblée. Pourquoi pas? Alors, il y a une grande difficulté, c'est mon ancien élève et ami Dominique Régnier a très bien montré ça dans un papier intelligent du Figaro, c'est que le quoi qu'il en coûte, donc le fait qu'on passe en gros d'une dette qui était de 99% du PIB à 115% du PIB, mais sans faire d'économie en face, ça a donné justement aux extrêmes, que ce soit au Rassemblement national ou à la LFI, ça a donné le sentiment que, avant, on avait de l'argent, mais qu'on ne voulait pas le leur donner. Donc du coup, ça a exacerbé les revendications sociales en matière notamment de pouvoir d'achat, alors que si, évidemment, on répond à ces revendications, ce sera en augmentant la dette. Et comme vous l'avez compris, mais je ne pense pas que les Français le comprennent vraiment. Ces questions de dette sont très techniques et très abstraites. Les taux d'intérêt vont augmenter en juillet, Madame Lagarde l'a dit, et un point de taux d'intérêt, c'est 40 milliards d'euros. Donc tout ça augmente la dette et à un moment ou à un autre, on va le prendre en pleine figure.
Et pourtant, il fallait le faire. Non, il fallait faire évidemment le quoi qu'il en coûte, bien sûr. Il fallait soutenir les entreprises, évidemment. Il fallait empêcher les faillites et le chômage, bien sûr. Mais il fallait mettre en face des économies. Et donc, il fallait notamment, soyons clairs, ne pas renouveler un certain nombre de départs à la retraite dans la fonction publique. Oui. Emmanuel Macron, mercredi soir, 20h, allocution solennelle. Alors, il a proposé un certain nombre de voies. Oui. Il a dit Union nationale, ça non. Oui. Une coalition ou des accords au cas par cas. Laquelle de ces deux solutions, les dernières, coalition au cas par cas, vous semble la meilleure? Alors, l'Union nationale, c'est pas possible parce que LFI, RN, c'est pas jouable. Bon, cas par cas, c'est la facilité. Bon, c'est pas mon souhait. Je comprends. Les LR ont refusé l'idée d'un accord. Je dirais pas de gouvernement, mais je dirais programmatique d'abord. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Pourquoi ils le refusent? Ils le refusent parce qu'ils ont peur d'éclater, d'être pulvérisés entre ceux qui sont proches du Rassemblement national comme Éric Ciotti et ceux qui voudraient bien aller, comme Damien Abad ou Éric Woerth, ils sont allés chez Macron. Et le fait d'être dans le ni Macron, ni Le Pen, ça donne pas une identité à ces républicains. Ils ont perdu leur identité, ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas été capables de construire un projet. Voilà. Moi, je leur ai dit 100 fois, ils n'ont pas été capables de construire un projet, notamment. Et donc, du coup, ils sont dans le ni-ni, un peu d'ailleurs comme le Parti socialiste. Et d'ailleurs, on voit ce que ça a donné au Parti socialiste, qui n'est ni Macron, ni Mélenchon, mais qui n'a plus d'identité. La social-démocratie n'a plus d'identité. Et le gaullisme, aujourd'hui, n'a plus d'identité. C'est ça. Il n'a pas été capable, en tout cas, de se retrouver une identité. Donc, ils ont peur d'exploser. Ils disaient à Emmanuel Macron, bon, d'accord, on va construire avec vous un projet. Ils ont peur que ça explose. Ils ont tort, à mes yeux. Je pense qu'ils auraient dû le faire. Ils devraient le faire, vous dites ce matin, les Républicains. Évidemment, la facilité, c'est dire au coup par coup, on jugera au coup par coup, on fera des propositions de loi, et puis Macron sera bien obligé de les accepter. Puis s'il les accepte pas, on les votera pas. Bon, on votera pas ces projets. Bon, je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense qu'il eût été courageux, et en plus ça permettait au LR de revenir dans le jeu, de dire, écoutez, bon, d'accord, on veut pas de poste au gouvernement. Ça, le débauchage individuel, c'est pas notre truc. On est incorruptible, comme l'a dit Olivier Marleix, très bien, on est incorruptible. Mais si vous le voulez, on construit un projet avec vous. Voilà. Et ça aurait été grandiose. Et ça permettait au LR de revenir dans le jeu. Là, au coup par coup, bon, qu'est-ce qui va se passer? Dans un an, il y aura une dissolution, ou en tout cas, Macron peut le faire. Il a le droit. Il peut faire la dissolution quand il veut. Et donc, le but de Macron, il est très clair. C'est de dire, écoutez, moi, j'ai proposé aux partis, à la LFI, au Rassemblement national, au LR, je leur ai proposé de travailler avec moi. Ils n'ont pas voulu, alors je dissous l'Assemblée. Dans ce cas-là, ce qu'il espère, c'est retrouver une Assemblée qui soit meilleure pour lui. C'est ça l'idée qu'il a, évidemment. C'est ça l'idée. Facile à comprendre, oui. Je reste un peu sur votre encouragement à faire une coalition. Je dis c'est intéressant parce qu'on a plus entendu Christian Jacob dire il n'est pas question. Nous, on a été élus dans l'opposition. Si nos électeurs voient qu'on travaille, qu'on collabore, entre guillemets, qu'on coopère, disons, avec Emmanuel Macron, eh ben, la prochaine élection, on est mort. Ils se trompent totalement, c'est-à-dire qu'ils confondent deux choses, mais c'est pas la première fois, hélas. Ils confondent deux choses, le débauchage individuel qui est insupportable, et je comprends que les LR n'aient pas supporté, notamment le départ de Damien Abad et d'Éric Woerth. C'est insupportable, parce que c'est une trahison. Bon, il faut être clair, ça s'appelle une trahison. Déjà, ils avaient eu du mal à avaler les trois autres ministres LR qui sont partis dans le gouvernement de Macron, mais alors là, au dernier moment, c'est vraiment la trahison. Bon, donc ça, c'est pas passé. Donc ça, je le comprends. Mais il y a une très grande différence entre du débauchage individuel et puis dire à Emmanuel Macron, on est prêt à construire un programme sur une dizaine de réformes avec vous, et puis si vous le prenez, on verra après comment on fait pour le mettre en pratique. Mais ce dont je parle, ce n'est pas d'une coalition gouvernementale, c'est d'un accord programmatique. Ça aurait été vraiment intelligent. Ça prend du temps, non? Parce que si on voit comment ça se passe en Allemagne, ça prend des mois. Mon modèle, c'est l'Allemagne. En Allemagne, ils mettent carrément 3 mois. Et quand Olaf Scholz construit son programme avec les libéraux, avec les écologistes, c'est pas facile. C'est très compliqué. Alors, objection, votre honneur. Nous ne sommes pas dans une culture allemande. Nous, on a Jupiter, on a un président, on a un parlement. Est-ce que vous dites... Au contraire, c'est l'occasion de développer cette culture du compromis. C'est exactement ça que je pense. On est en effet, on est constamment depuis la Ve République dans la culture de l'absolutisme majoritaire. Donc surtout, on ne discute pas avec les autres. Ça vous donne quoi? Une société de la haine.
C'est une société de la haine qu'on vit aujourd'hui. Tout le monde se déteste et fait semblant de se détester, parce qu'en vérité, moi j'ai été ministre, hein, j'ai vu à la buvette de l'Assemblée nationale les mecs qui se détestent dans l'hémicycle, on boit un verre après ensemble et on rigole. Bon, donc tout ça n'a pas de sens. Et donc c'est l'occasion, c'est pour ça que je dis que je suis content du résultat des élections, paradoxalement, c'est l'occasion d'entrer ou d'essayer d'entrer dans une culture du compromis, au lieu de dire on va le faire au cas par cas. C'est maigrelet comme solution, c'est pas courageux, et en plus, encore une fois, c'est manquer une occasion pour les LR de revenir fondamentalement, massivement dans le jeu. Et c'est pas en demandant des postes, ça c'est grotesque de demander des postes, c'est en disant, bon, si vous voulez, on construit avec vous un programme de gouvernement. Alors, voilà. Certains élus pensent comme vous, par exemple Franck Louvrier, le maire LR de La Baule, le disait dans l'émission de David Pujadas sur LCI il y a 2 jours, il dit, il faut travailler à ça. Il y a Jean Rotner, ce matin, c'est quand même le président de la région Grand Est, qui dit, on le voit dans Parisien, il va falloir apprendre à travailler avec Emmanuel Macron. Et il a raison. Il y en a quelques-uns qui sont sur votre ligne. Et c'est pas pour avoir un poste. Hein, et vous savez, je pense que les gens qui m'entendent ici le savent, je suis très très peu macronien, hein, donc c'est pas. Et Dieu sait que j'ai pas envie d'avoir un poste. Bon, c'est pas ça. Mais je pense que les LR ont perdu, ils ont divisé par 2 leur nombre de parlementaires depuis 2017. Donc c'est pas le moment de continuer à s'enfoncer dans le marasme. Malheureusement, Christian Jacob a été incapable de construire un projet. Il n'y a pas une idée qui est sortie en 5 ans, pas une. Il n'y a rien. Il n'y a pas un projet, il n'y a pas un grand dessin, il n'y a rien. Bon, et en plus dire, non, on ne veut pas travailler avec le président de la République parce qu'on est contre lui. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Pour résumer ce que vous nous dites ce matin, et puis on va avancer, l'idéal, ce serait un accord de gouvernement avec LR, surtout que Emmanuel Macron a dit ni plus de dettes, ni plus d'impôts, donc ça. Voilà, donc c'est jouable. Voilà. Vous vous dites aussi, j'y crois pas trop. Non, j'y crois pas trop parce que c'est la solution la plus intelligente, donc c'est la moins probable. Et donc ce sera le cas par cas, on bricole et dans un an on dissout. Voilà, et le but de Macron étant dans ce cas-là de dire, voyez, j'ai tout fait, je suis de bonne volonté, écoutez son discours, j'ai proposé, j'ai dit, voilà, j'appelle à la responsabilité, ils veulent pas, donc je dissous, et dans ce cas-là, son espoir, ce sera de retrouver une majorité absolue. Bon, mais encore une fois, je ne parle pas d'accord de gouvernement, mais d'accord programmatique d'abord. Après, on verra comment on met en pratique un accord programmatique. Mais ils devraient se mettre d'accord sur une dizaine de réformes, c'est jouable. Il n'y a pas d'opposition absolue avec Macron et les LR. Il y a des oppositions absolues entre Macron et la LFI, mais pas avec les LR. Mais ça, on n'évite pas la rue, que vous disiez être le danger principal. Exactement. Mais mieux vaut représenter 40% des Français plutôt que 20% des Français si on veut avancer. C'est toujours préférable. Il y aura la rue, donc autant faire avancer les réformes. C'est un peu exactement. Et puis commençons par les réformes qui sont jouables plutôt que par celles qui mettent tout de suite tout le monde dehors. Mais en tout cas, voyez comment fonctionne en Allemagne. Ils se disent, si on arrive à représenter 60% des Allemands, on peut y aller. Voilà. Alors en France, on n'arrivera pas à 60%, mais enfin... Regardez, premier tour de l'élection présidentielle, Macron représente 20% de l'électorat. C'est très très peu. Vous ne pouvez rien faire dans ce cas-là. Elisabeth Borne, à Matignon, elle a été nommée par temps calme, si je puis dire. Or, c'est la tempête. Regardez la une de Libération ce matin. Le fantôme de Matignon. On voit une Elisabeth Borne masquée derrière un brouillard. Ça résume quand même les critiques très cruelles ou vives. Qu'est-ce que vous pensez d'abord du traitement qui lui est réservé ? Je déteste ça. Je pense que c'est plutôt quelqu'un enfin, pas plutôt, d'ailleurs, c'est quelqu'un de tout à fait estimable. Elle a tous les tampons possibles et imaginables. Elle a un parcours qui est tout à fait remarquable. Bon, elle vient de l'extrême gauche, enfin, en tout cas, de la gauche plutôt que de mon parti à moi. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour elle et je trouve que la manière dont... il y a quand même beaucoup de machisme dans la manière dont on parle d'elle. Ça ne me plaît pas du tout. Je pense que c'est tout à fait quelqu'un avec qui il est possible de travailler. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent avec qui il est possible de travailler. Bon, maintenant, elle n'a pas un charisme fou, mais qui en a aujourd'hui. Enfin, dans l'environnement général, finalement, c'est pas si grave. C'est pas le général de Gaulle n'est pas dans tous les partis. François Bayrou a quasiment demandé sa tête sur France Inter mercredi matin en réclamant un Premier ministre politique et non technique. Elle a répondu hier sur LCI face à Routel Krief. Qui est-ce qui a demandé ça, pardon ? François Bayrou. Il veut le poste, c'est pas étonnant. Alors, elle dit, techno, c'est tout le contraire de ce que je suis. Et à la question de Routel Krief, est-ce que vous allez tenir face à l'Assemblée bouillonnante, le mot est faible ? Voilà ce qu'elle répond. Moi, vous savez, ça ne me fait pas peur. Ça a plutôt tendance à me consolider, à me donner du calme quand j'entends des gens hurler autour de moi. Ça vous fait ni chaud ni froid ? On va dire comme ça. C'est ce que vous dites ? En tout cas, ça ne m'impressionne pas.
Voilà, elle dit ça ne m'impressionne pas de devoir affronter une assemblée. Je ne sais pas si elle sera à feu et à sang, mais en tout cas très très bruyante. Oui, Vous bon, lui dites, ça, vas-y. Et si elle tenait le coup? Et si elle tenait le coup? Mais pourquoi pas? S'il y avait un accord programmatique, pourquoi pas le mettre en pratique avec elle? Moi, je trouve que cette culture de la haine et de l'exclusive devient insupportable. Il faut qu'on entre dans une culture du compromis et de l'intelligence et du courage. Voilà, pas de la haine et du rejet de l'autre. Ça n'a pas de sens. Et je dis pas ça par moralité. C'est le seul moyen de sauver le pays, c'est qui s'enfonce quand même dans la dette et dans les ennuis. Je voudrais vous faire entendre une phrase d'Emmanuel Macron dans son allocution qui est passée relativement inaperçue. C'était au tout début. Écoutez. Je ne peux pas davantage ignorer les fractures, les divisions profondes qui traversent notre pays et se reflètent dans la composition de la nouvelle Assemblée. Elles expriment des inquiétudes, le sentiment d'avoir des vies bloquées, pas de perspective dans nombre de nos quartiers populaires, comme dans nos villages. Bon, la phrase qui nous intéresse, c'est la première. Je ne peux pas davantage ignorer Le mot, c'est davantage. les fractures. Oui. C'est un lapsus, c'est un aveu? Non, c'est un aveu. En fait, moi, depuis 5 ans, ce que je dis à mon camarade Danny Cohn-Bendit, c'est que le centre fait monter les extrêmes. Pourquoi il fait monter les extrêmes? Parce que le centre, il est flou et mou. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il n'a pas de charpente. Essayez de me dire, donnez-moi simplement le nom d'un grand penseur centriste. Il n'y en a pas. Vous avez des grands penseurs de droite, des grands penseurs de gauche. Vous avez Marx, vous avez Tocqueville, vous avez Poher et Bayrou. Donc, je veux dire, il n'y a pas de grands penseurs centristes. Bon. Et donc, le centre, il est mou, il est flou. Et il donne quelque chose qui est terrifiant, c'est que la seule alternance possible par rapport au centre, c'est les extrêmes. Voilà. C'est pour ça que je dis au LR, c'est le moment ou jamais d'éviter cette catastrophe de la montée des extrêmes. Et je pense que Emmanuel Macron devrait comprendre que c'est lui qui a fait monter les extrêmes, pas comme Mitterrand en faisant exprès par tactique. C'est pas ça. C'est sans le faire exprès. C'est simplement parce que mécaniquement le centre mou et flou fait monter l'extrémisme. C'est ce que vous avez toujours dit d'ailleurs. Bah oui, vous avez conclu c'est pourquoi tant d'extrêmes dans un papier il y a quelques jours dans le Figaro. Le politique, c'est d'abord et avant tout le lieu du pluralisme, y compris conflictuel, pourvu qu'il ne cède pas à la violence. Le remplacement centriste de l'opposition droite-gauche par celle du progressisme et du conservatisme, de l'élitisme, du populisme, constitue à cet égard un appauvrissement, etc. etc. Oui. Donc, pour vous, c'est un aveu d'Emmanuel Macron qui, là, dit « Je ne peux pas davantage ignorer les fractures ». Ben, ça veut dire qu'il les a ignorées. Il ne l'avait pas encore dit comme ça. Oui. Il y a un sujet important sur lequel on aimerait vous entendre. C'est évidemment ce qui s'est passé à Bruxelles. Nous sommes jour pour jour aujourd'hui, 4 mois après le début de la guerre en Ukraine. L'Union européenne réunie en sommet à Bruxelles a entériné la candidature de l'Ukraine. Tout cela, nous le devions au peuple ukrainien, dit Emmanuel Macron. Oui, nous le devions au peuple ukrainien. Non, je ne pense pas du tout. Je pense que l'élargissement de l'Europe aux pays des Balkans et même à l'Ukraine, mais avant aux pays de l'Est, je pense que ça a été une catastrophe. Il fallait l'approfondissement d'abord et ensuite l'élargissement. On n'a pas fait l'approfondissement. Macron a un bon projet, c'est de passer de l'unanimité à la majorité, parce que sinon tout est bloqué. Dans les votes européens, maintenant, l'unanimité, on ne peut rien faire. Il y a toujours un type pour s'opposer. Bon. Et donc ça, c'est un bon projet, mais on a fait l'élargissement avant l'approfondissement. Donc je ne suis pas du tout favorable à l'élargissement, ni à l'Ukraine, ni aux Balkans. C'est très symbolique, parce qu'il a dit aussi, le président Macron, on va être très exigeant, sous-entendu, ça va prendre des années. La guerre, les Ukrainiens meurent. Oui, mais est-ce que c'est pas un message intéressant à Poutine de lui dire, oui, l'Ukraine qui se bat pour nous, elle est en Europe? Poutine s'en fout totalement. D'ailleurs, il l'a dit très clairement, il a dit, ça ne me gêne absolument pas que l'Ukraine rentre dans l'Europe, puisque l'Europe n'est pas, comme l'OTAN, une association militaire. Mais pourtant, notre modèle européen, il le critique vivement. Notre modèle de vie, notre modèle tout court. Oui, mais ça suppose dans ce cas-là, et c'est le problème de l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne, depuis toujours, pour les Balkans et pour l'Ukraine, ce sera encore pire. Ça suppose un niveau, d'abord ça suppose qu'on rompe avec des régimes qui sont totalement corrompus. Je vous signale quand même que le président ukrainien, celui qui vient avant Zelensky, je crois qu'il a 10 ou 15 mises en examen pour corruption. Donc l'Ukraine est un des pays les plus corrompus du monde. Bon, il faut réfléchir à ça. D'ailleurs, en Allemagne, il y a des années pour se remettre sur les rails. C'est pour ça que je dis que c'est un leurre, parce que la candidature, regardez les autres pays de l'Est, là, regardez l'Albanie, là, je suis allé en Albanie l'année dernière, ça fait combien d'années qu'ils sont candidats et qu'ils ne rentrent pas? Donc c'est un leurre. En plus, il suffit qu'il y ait une opposition pour que ça ne se fasse pas, et je pense qu'il faut au contraire aller vers une Europe à 10, une Europe puissance, et que l'élargissement est catastrophique. En plus, pour les pays de l'Est, je vais être très clair, la défense européenne, ça s'appelle l'OTAN.
Oui. n'y croit pas une Il n'y a seconde. pas Mais d'alternative non. à l'OTAN. Donc tout Mais ça, l'OTAN, c'est du ce sont symbolique. les États-Unis. Mais voilà, c'est Alors, du... est-ce que l'Europe ne doit pas se doter d'une force propre au-delà de ce qu'elle a, qui est très embryonnaire? C'est quasiment impossible parce que vous voyez bien que la France dispose du nucléaire. C'est la seule puissance nucléaire en Europe depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Et donc, je n'imagine pas la France mettre son arme nucléaire, sa puissance nucléaire, au service d'autres souverainetés. Ça n'a pas grand sens. Bon, j'y crois pas. D'ailleurs, c'est pour ça que les pays de l'Est ne croient pas à la défense européenne. Ils pensent que la défense, c'est l'OTAN. Donc, je ne suis pas du tout favorable. Alors, candidature, ça n'engage à rien. Ça peut prendre 15 ans. Ça Bon. n'engage à rien. Ça n'engage à rien. Ça répond à une demande pressante de Zelensky qui défend de façon héroïque. Oui, mais il aurait son mieux pays. fait d'appliquer les accords de Minsk. Voilà. Moi, je suis pour l'application des On ne accords peut de pas Minsk. revenir en arrière. Bah si, il est temps. Au contraire, il est temps d'aller en avant sur les accords de Minsk 2014-2015, ou en tout cas, les États-Unis ont intérêt à cette guerre. Ils ont un intérêt majeur à cette guerre. Ils vont vendre du blé, ils vont vendre du pétrole, ils vont vendre des centrales nucléaires à la Pologne, ils vont vendre des F-35 à l'Allemagne. Ils ont intérêt à ce que cette guerre dure le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'ils arment l'Ukraine, c'est pas pour des raisons morales. Ça permet en plus à Joe Biden de faire oublier ses frasques en Raison de plus pour que Afghanistan. l'Europe s'arme, elle aussi, qu'elle arme les Ukrainiens, mais aussi qu'elle grandisse et qu'elle dise à l'Ukraine, vous êtes chez nous. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que le seul motif pour lequel on peut armer l'Ukraine, c'est pour empêcher qu'Odessa tombe. Ça, c'est très important. Mais les Russes ne partiront pas des républiques séparatistes du Donbass. Jamais ils ne partiront. Ils ne feront que monter en escalade et de plus en plus destructrice. Il y aura plus de morts, mais ça ne Donc, changera il faut rien. céder. Mais évidemment qu'il faut céder, il faut appliquer les accords de Minsk. Kissinger l'a dit, à juste titre. D'ailleurs, Macron l'a dit lui-même, il faut une concession territoriale. Il faut absolument appliquer les accords de Minsk. Il faut qu'il y ait au moins une autonomie de ces républiques séparatistes, évidemment. Ça ne veut pas dire céder. N'oubliez pas que c'est une guerre civile d'abord, depuis 2014. On essaye de gommer ça pour dire méchant Poutine, c'est lui qui envahit tout. Mais c'est une guerre civile depuis 2014. C'est un débat très vif que vous avez régulièrement avec Dany, oui. Que vous retrouvez tous les dimanches à 19h. Cette semaine, c'est Jean-François Kahn. Oui, c'est très bien. Vous le retrouverez. Oui, je mais l'aime le beaucoup. duel du dimanche, Oui. 19h-20h, Oui. animé par Amélie Oui. Carwer. Rendez-vous dimanche. Merci, Merci, Elisabeth. d'être Merci beaucoup à venu vous. ce matin Avec grand plaisir. sur LCI. Bonne journée à vous dans un instant. Quel temps de ce vendredi? La réponse avec Guillaume. Bonne journée.